Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur un cycle biologique qui se déroule au niveau de la mitochondrie. Et ben, c'est le cycle de Krebs. Alors, si vous vous rappelez très bien de l'acide pyruvique qui provient de la dégradation du glucose, cette dégradation ce métabolisme qui se fait à travers la voie glycolytique ou encore voie appelée la voie d'Epstein-Merov qui est anaérobique et se passe au niveau cytoplasmique, dans le compartiment cytoplasmique. Alors, l'acide pyruvique issu du glucose a deux destinées. Alors, la première destination, bien sûr, où ces destinées-là se passent selon les conditions dans lesquelles se trouve la cellule. Alors, si la cellule se trouve en manque d'oxygène, le pyruvate sera orienté vers la fermentation, c'est en condition anaérobie, comme je viens de l'expliquer. Alors, le pyruvate donc, va donner de l'acide pyruvique en présence d'une enzyme qui est la lactate déshydrogénase. Alors, si la cellule se trouve en présence d'oxygène, ce dernier va pouvoir entrer dans la mitochondrie et être dégradé complètement en présence de l'oxygène, c'est-à-dire c'est la voie, ce qu'on appelle la voie aérobique, c'est-à-dire qui nécessite de l'oxygène. Alors, ce pyruvate donc va entrer dans le pyruvate, dans la mitochondrie, et se transformer en acétyl-CoA. Et pour que le pyruvate entre dans la mitochondrie, donc il faut qu'il y ait présence de protéines transporteuses. Alors ces protéines transporteuses vont faire entrer le pyruvate au niveau de la matrice mitochondriale. À ce niveau, le pyruvate va subir des trois réactions proprement dites grâce à un complexe enzymatique la première réaction va pouvoir éliminer le CO2 par décarboxylation, et puis en même temps, par la suite, il y a une réduction du NAD et utilisation d'un coenzyme A. De là, donc, il y a un CO2 qui est éliminé à ce niveau-là, et puis il reste les deux carbones provenant du pyruvate. Alors, l'acétyl-CoA, donc c'est un groupement acétyl, c'est-à-dire il y a deux carbones qui sont fixés sur le coenzyme A. Alors, la structure du coenzyme A, c'est quoi? Alors, voici donc la structure du coenzyme A. Vous devez avoir non pas l'apprendre, mais juste pour avoir une idée sur la structure. Alors, le coenzyme A, c'est quoi? Donc, il est formé d'une base azotée qui est l'adénine, et puis il y a un ribose, le ribose phosphate, et le reste de la molécule qui se termine par un groupement SH. Ce groupement SH, ou ce radical-là, qui est responsable de la réaction, c'est en quelque sorte une fonction réactive. C'est grâce à cette fonction SH-là où les groupements acylo-acétyl sont fixés au coenzyme A grâce à cette fonction par l'intermédiaire de la fonction du groupement SH. Alors, une fois que l'acétyl-CoA se retrouve au niveau de la matrice mitochondriale, il va subir une série de réactions sous forme d'un cycle que l'on appelle le cycle de Krebs. Alors, appelé Krebs, et cette nomination est Krebs, c'est le nom du savant qui a pu expliquer toutes ces réactions-là. Il a expliqué comment que l'acétyl-CoA arrive à se dégrader complètement. Alors, l'acétyl-CoA comportant deux carbones va se combiner avec l'AOA, l'oxaloacétate, qui comporte 4 carbones. Grâce à quoi? Grâce à une synthétase. C'est une enzyme qui va lier l'acétyl-CoA de carbone à l'AOA qui comporte 4 carbones. Donc, vous avez ici les 1, 2, 3, 4 carbones portent de l'AOA. Ce dernier va se fixer sur l'acétyl-CoA avec élimination du CoA SH. Donc, il y aura les deux carbones qui vont se fixer à ce niveau-là.
Et de là, ça donne ce qu'on appelle un composé appelé le citrate. Le citrate comportant 2, 3, 4, 5, 6. 4 carbones provenant de l'AOA et 2 carbones provenant du citrate. Alors, le citrate va subir encore une autre réaction grâce à une enzyme que l'on appelle la conitase. La conitase, c'est une isomérase qui va produire un isomère du citrate appelé l'isocitrate. Alors, l'isocitrate, si vous le comparez avec le citrate, il y a le OH là, qui est muté au niveau du carbone, donc numéro 2, si vous voulez. Donc, il y a une mutation de la fonction OH de ce carbone-là à celui-là. Alors, l'isocitrate va subir encore une décarboxylation, et en même temps, il y a une réduction du NAD. Alors, cette réaction-là s'effectue en présence d'une isocitrate déshydrogénase qui est une oxydoréductase. Donc, première réaction d'oxydoréduction qui se passe à ce niveau-là. Alors, puis, l'isocitrate va produire donc le cétoglutarate, ou appelé encore alpha-cétoglutarate. Pourquoi alpha-cétoglutarate? Parce que la fonction cétone, elle est située sur le carbone numéro 2 ou là, le carbone alpha. Alors, le glutarate, c'est un acide glutarique, il comporte 4 carbones avec une fonction cétone. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle ainsi cétoglutarate ou alpha-cétoglutarate, c'est-à-dire la fonction cétone située sur le carbone alpha. Alors, une réaction, l'alpha-cétoglutarate va aussi, de l'alpha-cétoglutarate, il y aura une décarboxylation, élimination d'un CO2. Voici le CO2 qui va être éliminé, voilà, avec réduction aussi d'un NAD et utilisation d'un coenzyme A qui va se fixer sur le carbone suivant, c'est le carbone numéro 2 ou le carbone alpha porteur de la fonction cétone. Tout ça se produit en présence de l'enzyme qui est une déshydrogénase ou alpha-cétoglutarate déshydrogénase. Alpha-cétoglutarate, c'est le substrat avec une déshydrogénase parce qu'il y a une déshydrogénation, c'est-à-dire oxydation de l'alpha-cétoglutarate. Alors, et là, de là, on aboutit au succinyl-CoA. Donc, vous voyez là qu'on est parti de 6 carbones, on se retrouve à 4 carbones. 1, 2, 3, 4. Il y a un CO2 qui a été éliminé là et un deuxième CO2 éliminé à ce niveau-là. Alors, le succinyl-CoA, du succinyl-CoA, il y aura élimination du coenzyme A. Alors, le voici. Voilà le coenzyme A. Alors, voilà, donc ici, si vous vous rappelez très bien, je l'ai expliqué déjà auparavant, que là, il y a une liaison riche. Alors, par élimination du CoA-SH, cette liaison riche-là, elle est récupérée sous forme d'ATP. Mais en réalité, ce n'est pas l'ATP, c'est le GTP. Mais comme l'ATP n'est encore... c'est-à-dire en compte l'ATP comme le GTP comme qui a c'est-à-dire la même valeur énergétique. Alors GTP ou ATP c'est pareil. Alors donc on est parti, donc on part ici du succinyl-CoA. Le succinyl-CoA donc va éliminer un CoA-SH du succinyl-CoA. Il y a une élimination du CoA-SH et on arrive à ce qu'on appelle le succinate. Voilà le succinate, donc c'est 4 carbones avec 2 fonctions acides. Donc jusque-là, donc on a éliminé un CO2 et un deuxième CO2. Maintenant, les 2 carbones que l'on a ajoutés, qui sont les 2 carbones provenant de l'acétyl-CoA, sont indirectement éliminés à ce niveau-là. Sachant bien que le carbone et ce carbone-là appartenant du CO2 ne provient pas directement de l'acétyl-CoA, provient de l'AOA. Donc vous voyez bien que l'acétyl-CoA, le voilà l'acétyl-CoA, il existe toujours au niveau, à ce niveau-là, mais les 2 CO2 sont éliminés, mais pas directement de l'acétyl-CoA, sont éliminés à partir il provient de l'AOA.
Bon, le succinate va subir encore une déshydrogénation. Les deux hydrogènes-là, ils vont être éliminés de ces deux carbones-là et seront récupérés sous forme de fat. Voilà. Alors, le succinate va donner ce qu'on appelle le fumarate. On présente tout ça en présence de la succinate déshydrogénase. Pardon. Succinate déshydrogénase donc va éliminer les deux hydrogènes-là qui seront récupérés par le fat. Alors, on arrive au fumarate. Le voici, le fumarate, avec une double liaison. Alors, le fumarate va subir une hydratation grâce à une enzyme qui est la fumarase. La fumarase, donc, c'est une liase qui va produire le malate avec élimination de la double liaison. Donc, l'H2O là récupéré, qui a été introduit au niveau du succinate, donc grâce à l'H2O, voici l'H2O, c'est le OH, ce OH là, et un hydrogène. Donc l'enzyme en présence de l'H2O élimine la double liaison et on obtient ce qu'on appelle le fumarate. Alors le fumarate va subir encore une déshydrogénation, c'est-à-dire il y aura deux hydrogènes qui seront éliminés à ce niveau-là, et ces hydrogènes-là seront récupérés par le NAD. Donc, le NAD étant réduit, et cette fonction, ce carbone-là, donc il y aura une fonction cétone qui va la fonction cétone-là qui va se placer à ce niveau-là par élimination de deux hydrogènes récupérés par le NAD. Alors, à ce niveau-là, il y a régénération de l'AOA. Donc, vous voyez bien que les deux carbones qui ont été, qui proviennent de l'acétyl-CoA existent toujours à ce niveau-là, et les deux CO2 là que l'on a éliminés ont été éliminés de l'AOA. Alors, l'AOA, il est régénéré et une deuxième réaction qui va se produire en présence d'un deuxième acétyl-CoA qui va se retrouver à ce niveau-là et ainsi de suite. Donc là, vous avez un NAD, un deuxième NAD, un troisième NAD réduit et un FAD réduit. Donc en tout, on a 3 et 4 réactions d'oxydoréductase qui sont produites, catalysées en quelque sorte par des déshydrogénases. Alors, je compte encore une deuxième fois, on a un NAD, un deuxième NAD, un troisième NAD et un FAD. Plus il y a un ATP produit, il y a deux CO2 éliminés et il y a un H2O récupéré. Donc, pour le bilan, ou l'équation, si vous voulez écrire l'équation, donc vous mettez AOA plus acétyl-CoA plus un NAD oxydé. Enfin, on élimine donc deux CO2, on produit 3 NAD, un FAD et un ATP. Voilà, on vous montre là que l'acétyl-CoA ou les deux carbones provenant de l'acétyl-CoA, ils sont toujours à ce niveau-là. Voilà, 2 et 3, 4, etc. Que les deux CO2 proviennent de l'AOA et non pas directement de l'acétyl-CoA, provient indirectement de l'acétyl-CoA mais de l'acétyl-CoA qui a été ajouté le cycle précédent. Voilà. Alors, résumons le cycle de Krebs. Dans le cycle de Krebs, il y a 3 étapes. La première étape, c'est la préparation à la décarboxylation. Deuxième étape, donc la préparation de la décarboxylation, une décarboxylation à ce niveau-là, et une deuxième décarboxylation, plutôt 2 CO2 qui vont être éliminés à ce niveau-là. Alors, puis, il y a une régénération, réaction de décarboxylation, préparation, réaction de décarboxylation qui vont se passer à ce niveau-là. Et puis, il y a la régénération de l'AOA. Maintenant, de l'AOA, il est régénéré à partir de l'acétyl-CoA précédent et les deux carbones qui restent. L'AOA va encore
récupérer un deuxième acétyl-CoA et le cycle se poursuit jusqu'à l'épuisement du pyruvate. OK? Alors, le bilan énergétique, comme vous l'avez déjà vu auparavant, on a l'acétyl-CoA, on a H2O, 3 NAD, un FAD, un GTP plus PI, parce qu'on a GTP plus PI qui donne le GTP. Le GTP peut être remplacé, le compte par un ATP. Alors, le CoA-SH que l'on a obtenu, ça provient de l'acétyl-CoA. Dans l'acétyl-CoA, les deux carbones vont se fixer sur la OA et on libère le CoA-SH. Alors, en tout, donc on a récupéré 2 CO2, on a 3 NAD, l'équivalent de 9 ATP, parce que les NAD et les FAD ils vont entrer dans la chaîne respiratoire et phosphorylation oxydative, que les NAD vont pouvoir, chaque NAD va libérer 3 ATP que l'on multiplie par 3, ça donne 9 ATP. Un FAD par phosphorylation oxydative va produire 2 ATP, donc ça nous fait 11 ATP, plus le GTP qui est l'équivalent d'un ATP en tout. Donc pour un tour, c'est 12 ATP. Alors, rappelons que le glucose, du glucose au pyruvate, on a compté 8 ATP. Donc 2 ATP plus 2 NAD, l'équivalent de 8 ATP. Et puis, les acétyl-CoA, chaque pyruvate, chaque glucose donne 2 pyruvates, donc 2 acétyl-CoA. Chaque acétyl-CoA, c'est 12 par 2, c'est 24, plus les 8 ATP que l'on a compté la glycolyse anaérobique. En tout, donc, c'est 38 ATP. Donc, 8 ATP la phase anaérobique, c'est-à-dire cytoplasmique, qui part du glucose jusqu'au pyruvate. Et puis, chaque acétyl-CoA, donc, produit 24 ATP. Donc, 24 et 8, ça nous fait 32. Sans oublier la première réaction c'est-à-dire du pyruvate à l'acétyl-CoA, on a un NAD, donc un NAD par 2 de pyruvate de acétyl-CoA, on a 2 NAD. 2 NAD, c'est 6. Donc, les 6 plus 8 plus les 24, ça vous fait 38 ATP. Un glucose, dégradation complète du glucose, le produit 38. Bon, alors pour les glycogéneuses, il y a des problèmes parfois qui se passent au niveau du métabolisme de glycogène. Parmi ces problèmes ou ces anomalies, il y en a quelques-uns, enfin, il y en a les glycogéneuses type 1, type 2, type 3, type 4, 5, 6, jusqu'à même les glycogéneuses type 9. Alors, mais ce que vous devez connaître surtout, c'est les glycogéneuses type 1, que l'on appelle la maladie de von Dierck. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, la maladie de von Dierck, c'est la maladie ou l'anomalie la plus fréquente. Elle est due à quoi? Elle est due à l'enzyme, la glycogénèse, la glucose 6-phosphatase. Vous connaissez très bien cette dernière, cette enzyme-là, elle a pour rôle de libérer le glucose dans le sang, pour comment? Parce qu'au niveau musculaire, le G6P, il entre directement dans la glycolyse et il va être dégradé jusqu'au stade pyruvate. Puis le pyruvate, bien sûr, selon la condition dans laquelle se trouve la cellule musculaire, soit il est orienté vers la fermentation et produire du lactate, ou bien le pyruvate, si la cellule se trouve en présence d'oxygène, alors le pyruvate va passer dans la mitochondrie, cycle de Krebs et dégradation totale, ce que j'ai expliqué auparavant. Bon, alors, mais au niveau de la cellule hépatique, au niveau du foie,
Alors, vous savez très bien que le glycogène qui est mis en réserve dans le foie, ça sert à quoi? Ça sert à contrôler ou à réguler la glycémie. Alors, en cas de besoin, c'est-à-dire si la glycémie diminue, le taux de glucose dans le sang diminue, à ce moment-là, il y a la glycogénolyse qui est stimulée par le glucagon. Le G6P donc doit subir une déphosphorylation, c'est-à-dire élimination du phosphate par une phosphatase, pour que le glucose puisse passer à travers la membrane cellulaire et passer dans la circulation sanguine. Alors, en cas d'anomalie, c'est-à-dire si la phosphatase est déficitaire, il y a un déficit de cette enzyme-là, cette réaction-là, elle est bloquée à ce niveau-là. Alors, ce problème s'appelle, ou la maladie s'appelle la maladie de Van Dierck, et qui se manifeste par quoi? Par une hypoglycémie, c'est-à-dire le glucose ne peut pas passer dans le sang. Alors, les personnes qui sont touchées par ce problème risquent des hypoglycémies, et le glycogène va se stagner. Il y aura la dégradation du glycogène va se limiter à ce niveau-là. Il y aura dégradation qui va être bloquée au niveau du G6P. Pourquoi? Parce que le G6P ne pourra pas être passé à travers la membrane cellulaire du moment qu'il ne peut pas se transformer ou là, se libérer sous forme de hydrolysé en glucose. Alors, deuxième problème, c'est la maladie de Curie. Là, il y a une inhibition à ce niveau-là. Pourquoi? L'enzyme débranchant ou l'enzyme débranchante, si vous voulez, vous vous rappelez de la structure du glycogène, on a des liaisons alpha 1 et des ramifications 1,6 au niveau c'est des liaisons 1,6. Alors l'enzyme qui hydrolyse la liaison 1,6, elle est déficitaire, et il y a un déficit de cette enzyme-là. Alors le glycogène, il peut se dégrader, donc dégradation, mais il y aura les ramifications qui seront bloquées, donc il n'y aura pas de débranchement. Donc le glycogène et liaison 1,4 sont effectués grâce à des phosphorylases hépatiques, mais les ramifications ne pourront pas être hydrolysées. Le glycogène sera... Donc, il y aura un glycogène très, très branché. Donc, il n'y aura pas de dégradation complète du glycogène. Et le problème qui peut se poser, les symptômes, voilà les problèmes, il y aura des symptômes cliniques qui peuvent être très proches de la maladie de Van Dierck ou presque inexistants. La plupart développent des problèmes musculaires. C'est pourquoi des problèmes musculaires? Parce qu'il y aura du glycogène qui est ramifié, qui ne pourra pas être dégradé totalement. Encore une maladie de Hertz où il y a un blocage, ou la inhibition, un déficit au niveau de l'enzyme qui fait passer le glycogène, qui va libérer le glucose en GNP. Ou là, c'est un manque, un déficit de la phosphorylase. La phosphorylase, elle fait quoi? Elle libère le glucose sous forme de GNP. Il y aura le glycogène qui ne pourra pas du tout être dégradé. Alors, les symptômes du glucogénose musculaire peuvent être passés inaperçus à moins qu'il y ait un effort musculaire intense. C'est-à-dire que si on fait des exercices intenses, on a besoin d'énergie. Cette énergie, comme elle provient beaucoup plus du glycogène, donc le glycogène, il n'y aura pas possibilité de dégrader, il n'y aura pas possibilité de libérer du glucose qui fournira plus tard, qui fournira par la suite de l'énergie. Alors, c'est tout ce que vous devez retenir, ces trois problèmes. La plus importante, c'est celle de Van Dierck, où il y a inhibition de la phosphatase. Alors, la maladie de Curie, où il y a un déficit au niveau de l'enzyme débranchante, ou la maladie de Hertz, elle est due à un déficit au niveau de la phosphorylase.
Alors, je vais rajouter encore quelques explications concernant la régulation métabolique. Alors, normalement, jusque-là, vous avez appris parfaitement très bien la glycolyse. Alors, j'ai insisté que la glycolyse sur les 3 réactions irréversibles. La première qui fait passer le glucose en G6P, la deuxième qui fait passer le fructose 6 en F1,6-PP et la toute dernière qui fait passer le PEP en pyruvate. Et je vous ai toujours expliqué qu'il y en a 3. Parmi les 3, il y en a une qui est la plus importante, c'est celle qui fait passer le F6P en F1,6-PP. Alors, voilà. La première réaction irréversible, donc elle est catalysée par une glucokinase. La deuxième, elle est catalysée par la PFK. Et je vais vous expliquer après la différence entre PFK1 et PFK2 et la PK, la pyruvate kinase. Ce sont les 3 réactions sur lesquelles se passe la régulation. Mais la plus importante, c'est celle qui fait passer, c'est l'enzyme, la réaction qui fait passer le F6P en F1,6-PP. C'est la réaction la plus importante, limitante. Limitante, c'est la réaction 3, catalysée par la PFK. Alors, la différence entre PFK1 et PFK2. Alors, la PFK, c'est celle qui fait passer le F6P en F1,6-PP. Seulement, il y a la PFK1, pardon, c'est celle qui fait passer directement le F6P en F1,6-PP, donc F1,6-PP, dans le pyruvate, etc., etc. Donc, il y a une deuxième enzyme, la PFK2, qui fait passer le F6P en F2,6-PP. C'est-à-dire que la phosphorylation s'effectue sur le carbone numéro 2 et non pas sur le carbone numéro 1. Et pourquoi ces 2 réactions-là? Parce que celle-là, la PFK1, entre dans le F1,6-PP qui entre directement dans la voie glycolytique. Alors, si le taux de F6P est suffisant, donc une partie va passer en F2,6-PP. En présence de la PFK2, c'est une mise de côté. Mise de côté. Pour que non pas toute la quantité de F6P va entrer dans la voie glycolytique, une partie va se mettre de côté le temps que le F6P se dégrade, le temps que le F1,6-PP se dégrade complètement. En cas de besoin, il y aura une deuxième, c'est-à-dire une partie du F2,6-PP sera retransformée par la PFK2. Ok, une partie le F2,6-PP qui est mis de côté sera retransformé, là c'est marqué en noir, sera retransformé en F6P qui par la suite sera encore, va subir une réaction, enfin il va se catalyser par la PFK1 en F1,6-PP et se dégrader et entrer en quelque sorte dans la voie glycolytique et arriver au pyruvate. Ok. Alors, ce que j'ai mis en vert, il y a une question qui m'a été posée par les étudiants. Maintenant que le F2,6-PP, il est transformé par la FK1 indirectement, non pas directement par la PFK1. Il est retransformé en F6P pour qu'il soit retransformé en F1,6-PP par la PFK1. Donc, il y a la PFK2, elle intervient pour mettre une partie du F6P de côté le temps que le F1,6-PP sera dégradé complètement en pyruvate. Alors, ce diapo-là vous explique comme quoi, à travers ce diapo, on peut vous expliquer que la glycémie, elle est soumise à 2 hormones, le glucagon et l'insuline. Alors, le pancréas, il y a les îlots-alpha et les îlots-bêta qui produisent l'insuline et le glucagon. Alors, ces 2, glucagon et insuline, ces 2-là, ce sont 2 hormones qui interviennent pour réguler la glycémie. Alors, en cas d'hyperglycémie, il y a l'insuline qui intervient,
qui est sécrétée par les îlots bêta de Langerhans. Alors, cette insuline, elle intervient au niveau des cellules graisseuses, c'est-à-dire au niveau du tissu adipeux. Les cellules graisseuses vont absorber le glucose et le mettre en réserve dans le tissu adipeux. Dans le tissu adipeux. Alors, en cas d'hypoglycémie, il y a le pancréas là qui ressent ce taux, la baisse du taux de glucose dans le sang. Alors, il va sécréter le glucagon qui va intervenir au niveau du foie et stimuler la glycogénolyse qui va relâcher du glucose pour passer dans le sang. Encore un diapo beaucoup plus explicatif. Donc, vous avez ici le pancréas qui intervient en cas de baisse, voilà, en cas d'une hyperglycémie. Alors, la même explication là. Alors, l'insuline, elle intervient si le taux de glucose dans le sang augmente, voilà. Il donne un signal au pancréas pour sécréter de l'insuline. L'insuline va stimuler l'absorption du glucose par quoi? Par les cellules adipeuses. Donc, les cellules adipeuses vont absorber le glucose et le mettre sous forme de graisse, sous forme de triglycérides. Il y a d'autres cellules, va stimuler aussi l'insuline, d'autres cellules pour utiliser le glucose, et c'est de cette façon-là que le taux de glucose dans le sang baisse. Ainsi, aussi, l'insuline va aussi stimuler la glycogénèse. Donc, l'insuline, en quelque sorte, va stimuler la glycogénèse au niveau hépatique, va stimuler la lipogénèse au niveau du tissu adipeux et aussi stimule les autres cellules pour utiliser directement le glucose au lieu des acides gras. Alors, en cas d'hypoglycémie, voilà, en cas d'hypoglycémie, il y a le pancréas qui ressent cette diminution et va déclencher la sécrétion, ou va stimuler la sécrétion du glucagon. Ce dernier va stimuler la dégradation, va stimuler la synthèse du glycogène, stimuler la synthèse du glycogène. Va stimuler la dégradation du glycogène pour qu'il puisse libérer du glucose dans le sang. Voilà, donc l'insuline est hypoglycémiante, capable de mettre le sucre en réserve, ce qui la rend indispensable à la régulation de la glycémie. Alors aussi, donc une consommation du glycogène en favorisant la glycogénolyse, etc., etc. Tout ça, ça a été. Alors encore, il ne faut pas oublier aussi qu'à côté du glucagon, il y a aussi l'adrénaline, aussi qui est hyperglycémiante et qui agit beaucoup plus au niveau musculaire. Donc c'est hyperglycémiant. Une autre hormone, le cortisol aussi, c'est un hyperglycémiant, mais ce dernier n'agit qu'en cas de jeûne prolongé, c'est-à-dire quand le glycogène est épuisé, il y a le cortisol qui intervient pour stimuler la néoglycogénèse. Voilà. Le glucagon, il a pour cible les cellules hépatiques surtout, les adipocytes, les cellules musculaires étant dépourvues de récepteurs de glucagon. Alors, les cellules cibles de l'adrénaline sont les hépatocytes et les cellules musculaires. Maintenant, l'adrénaline peut agir au niveau des hépatocytes, peut provoquer la glycogénolyse au niveau hépatique et la glycogénolyse au niveau musculaire. Alors, le glucagon n'intervient qu'au niveau hépatique. Par contre, les adipocytes, les cellules musculaires sont dépourvues de récepteurs du glucagon. C'est-à-dire que le glucagon ne peut pas agir à ce niveau-là. Le glucagon ne peut agir qu'au niveau hépatique. Par contre, l'adrénaline peut agir aussi au niveau des muscles. Le cortisol, dont je viens de vous expliquer, ce dernier n'agit qu'au niveau, c'est-à-dire que si on fait
que si on jeûne, c'est-à-dire qui sont pendant le jeûne prolongé, il y a le cortisol qui peut intervenir pour déclencher la néoglycogénèse. Vous savez que la néoglycogénèse a pour but de synthétiser le glucose. Voilà, en conclusion, dans le sang utilisé, donc c'est pas la peine de lire tout ça. Donc ainsi, je termine ce qui me semble être nécessaire à comprendre. Alors, en cas de besoin, transmettez-moi vos questions par le biais du délégué que l'on remercie par l'occasion. Et je ferai mon possible pour répondre à vos questions. En cas de... de toute façon, pour l'examen, il faut surtout reprendre la glycolyse en détail avec les enzymes, les structures, régulations, plus la glycogénolyse et glycogénèse, néoglycogénèse. Pour la voie des pentoses, c'est pas la peine de la prendre, ni réaction, ni enzyme, rien du tout. Il faut savoir juste, donc la voie des pentoses, qu'il faut retenir surtout l'intérêt de cette voie-là. L'intérêt, je répète, pour la voie des pentoses, elle est utilisée par la cellule pour synthétiser les NADPH, les NADPH qui sont nécessaires pour la synthèse des acides gras. Et les pentoses, d'ailleurs, pourquoi elle prend le nom de pentose phosphate? Parce qu'elle produit surtout les pentoses tels que le ribose, l'arabinose, xylulose, etc., qui sont nécessaires, surtout le ribose, l'arabinose, enfin le ribose et le désoxyribose, qui sont nécessaires pour la synthèse des acides nucléiques, l'ADN, l'ARN, et les nucléotides, les coenzymes, etc., qui nécessitent le ribose. Sur ce, je vous remercie, je vous souhaite bon courage. Et je répète encore une fois, si vous avez des questions, transmettez-les à votre chargé, au délégué. Et merci, bon courage.